Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Hey, bienvenue dans le trio économique. Là, pour l'instant, c'est en mode surf and turf duo parce que Yann est parti faire il dit une commission, mais c'est probablement prendre sa carte de membre d'un parti très obscur pour aller à un Climat Québec ou quelque chose de même. C'est le Euh, seul qui reste. c'est le seul qui reste dont il n'a jamais été membre. Il ramasse des dons encore. Bref, parenthèse comme ça, là, j'ai vu ça passer dans les trucs. Tu sais, il y a tout le temps il y a des gens de des partis qui mettent des screenshots des dons par formation. Tu dis, il y a des gens qui. Il y a des gens qui donnent quand même de l'argent à Climat Québec. Puis là, ben, j'ai pensé à toi, Vincent. Je me suis dit, Ah. ce serait probablement ton genre juste pour troller, pour qu'on puisse voir sur le DGEQ Vincent Gelozo qui a fait un don de 100$ à Climat Québec. Mais Mais écoute, le pire, c'est que j'ai pas le droit légalement. Hein. Parce que je suis plus résident québécois, j'ai pas le droit. J'ai le droit de voter aux élections fédérales, mais j'ai pas le droit de voter aux élections provinciales, ni de c'est bizarre, donner. ça. Ben, il faut que j'aie une résidence au Canada pour donner. C'est ça que du moins à moins que je fasse une erreur de compréhension, j'ai pas le droit de contribuer à aucun parti politique, j'ai pas le droit de, de, de voter au provincial. Donc, Mais ça voudrait dire que beaucoup d'expatriés qui vivent à l'extérieur du Québec depuis des années n'auraient pas le droit de vote au Québec. On dirait que je suis comme surpris de. Il me semble que si, mettons, Boc-Côté avait pas le droit de vote au Québec, on le saurait. euh, écoute, c'est une bonne question. J'ai comme l'impression qu'il y Mais aurait moi, plein d'articles là-dessus. j'imagine très bien une raison pourquoi c'est normal. C'est dans le sens que Ben, si c'est que tu ta quittes le... citoyenneté, ton statut de Québécois est basé juste sur le fait que tu vis là ou pas. Si tu pars vivre en Ontario, tu deviens donc Voilà, un Ontarien. Ta seule citoyenneté qui perdure, c'est la canadienne, nonobstant qu'on soit à Caribou ou pas, là. Je exactement. pense que c'est ça le point, là. Je Un pense peu que c'est comme si pour... tu vis plus à Roberval, tu peux pas voter à la mairie de Roberval, là. Ça paraît assez logique, là. Ouais, fait que je présume que Mathieu, il doit garder une adresse au Québec, là, je suis Ah oui, il y sûr. a une boîte postale quelque part Il parce y a que une boîte, il doit... Je peux pas imaginer il manquerait le rendez-vous avec l'histoire. non, Euh, c'est clair. Donc aujourd'hui, on revient en fait sur les heures sombres de notre histoire et non, on parlera pas de la Révolution tranquille ni de l'époque Maurice Duplessis. Mais on va plutôt parler de ce qui s'est passé il y a déjà presque 6 ans maintenant avec la pandémie de COVID-19 parce qu'il y a un article qui est sorti euh, dans un journal en plus, ce qui est le fun, c'est que je pourrais mettre le lien pour les gens dans la description. Il est libre de consulter pour tout le monde, là. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un abonnement, un journal spécialisé pour pouvoir le consulter. Et l'article s'appelle Manipulation. Ben là, je le mets en français, vous aurez compris, là. Mais en français, ça se traduit par manipulation de l'information en temps de crise, le cas de la surmortalité liée à la COVID. Puis même l'abstract, en fait, est quand même assez révélateur de ce qu'on peut voir dans l'article. Je vous lis juste le début. On dit la manipulation de l'information par les gouvernements est difficile à mesurer et à étudier de manière systématique. Par définition, puisqu'on nous ment, il manque d'informations. Tu présumes que les données que tu as sont fausses, mais c'est quand même dur de les corriger pour arriver au résultat optimal que serait la pure transparence, là. Cet article fournit des estimations comparables au niveau national de l'ampleur de la désinformation dans les données officielles pour un large éventail de pays. Nous avons collecté manuellement des données provenant de diverses sources dans 134 pays afin d'estimer les erreurs de déclaration de la mortalité liée à la COVID-19 en 2020-2021. Donc, c'est un article tout frais sorti du four, là. C'est publié le 25 avril 2026. Fait que c'est pas une vieille affaire, c'est purement actuel. Je sais qu'au Québec, ce sujet-là, on a mis ça en dessous d'une roche, puis on prétend que tous ceux qui veulent
parler de ça, c'est des malades mentaux, mais il y a quand même des gens dans le milieu académique qui étudient. Ben, je pense que c'est une période qu'on va étudier pour très longtemps, honnêtement, parce qu'il s'est passé des choses qui ne s'est jamais passé ou peut passer avant, et qui peut-être, espérons-le pour certains, ne se reproduiront pas non plus. Fait que, tu sais, c'est quand même un cas d'étude, même pour un économiste, même pour des économistes, qui est vachement intéressant, là. Tu sais, par exemple, le fait de faire des confinements, des couvre-feux, l'effet que ça a pu avoir eu lieu, ce genre de truc, que ça peut avoir eu, ce genre de truc-là, on n'a pas fini d'en parler, Vincent. Non, non seulement ça, mais probablement qu'on n'a pas fini d'en parler, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui va écouter dorénavant. Mais c'est triste parce que je me souviens au début de la COVID, il y avait 3 choses que j'avais dit, puis que je pense que les 3 maintenant sont pas mal bien documentées. La première, c'est que j'avais dit qu'on avait énormément de bruit statistique puis de choses qu'on ne pouvait pas savoir avec beaucoup de certitude. Donc, on avait énormément d'incertitudes autour des chiffres, puis que ça allait prendre plusieurs années pour tout mettre à jour, puis avoir un portrait, juste sans même être d'accord ou non avec l'interprétation, juste d'avoir un portrait précis des données, ça allait prendre du temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je me souviens avoir dit, c'est, j'essayais d'expliquer, puis ça me faisait beaucoup de... je recevais beaucoup de marde pour ça, c'est de dire que des économies plus libres étaient des économies qui étaient capables de mieux gérer le choc, ne serait-ce qu'économiquement, là, pas juste sur le plan de la mortalité, mais sur le plan économique. Fait que j'essayais de dire, Et juste rappeler, Vincent, que pendant que toi, tu disais ça, le discours plutôt dominant et communément accepté, c'était que c'était fantastique des pays comme la Chine, puisqu'ils n'avaient pas à se prendre les pieds dans les droits des gens, puis ils pouvaient les confiner ad vitam aeternam, les enfermer, les... Puis, tu sais, même des affaires qui vont plus loin que ça, là, et que, tu sais, c'était presque un modèle à suivre, là. Parce que ça, c'est un bout qui a comme été oublié, mais l'espèce de modèle de confinement chinois, là, c'est quand même un peu c'est quand même un peu quelque chose de spécial que c'est ça qui a été retenu par plein de pays comme étant la voie à suivre là, dans le départ, là. Tu dis, c'est quand même un mode de gestion autoritaire, là. ouais, ben j'étais toujours surpris que les gens fassent ce point-là. Puis je sais qu'il y en avait qui disaient en même temps, oui, on sait que c'est une dictature, mais en même temps, il faudrait qu'on soit solidaire puis qu'on fasse ces choses-là sans que ça soit la dictature, mais c'est le modèle à suivre. Puis j'essayais de dire aux gens que non, en fait, une des forces des économies libérales, c'est que tu donnes de la flexibilité aux gens pour trouver des solutions, peuvent s'ajuster au niveau local, peuvent y faire des expérimentations. Puis tu devrais avoir le plus de lousse possible. Puis si tu fais une intervention, c'est parce qu'elle est vraiment bien justifiée, puis que c'est le strict minimum nécessaire, puis pas au-delà de ça. Mais puis la troisième chose que je disais, c'est un truc que je travaillais en même temps dessus, mais parallèle, c'était sur comment les États mentent sur la croissance économique. Puis on avait fait un épisode là-dessus sur quand on peut corriger les données de croissance économique en utilisant les satellites autour de la Terre avec la lumière puis l'intensité de la lumière la nuit pour dire, ben, est-ce que l'activité économique est vraiment réelle ou est-ce que les gouvernements mentent? Puis on trouvait que les pays qui mentaient, c'était tous des pays qui étaient des dictatures, mais aussi des pays à faible liberté économique. De telle sorte que lorsque tu corrigeais les chiffres pour les mensonges des dictateurs, tu trouvais qu'il y avait une plus forte relation entre liberté économique et prospérité et liberté économique et croissance économique. Puis ben là, ces 3 points-là vont se relier ensemble aujourd'hui parce que l'article en question, ce qui montre, c'est que les pays qui manipulent leurs données pendant la COVID, sont tous des pays qui étaient des dictatures ou des pays qui étaient avec des faibles institutions politiques, donc pas d'élections concurrentielles, pas de liberté, pas une forte liberté de presse. Puis dans tous ces Cette, pays-là, il fallait que je la remonte, cette fameuse image-là, là, où en gros, l'espèce de trou noir qu'il y a, c'est pas un océan qui est apparu, c'est la Corée du Nord, là. exactement. Et donc, J'adore tellement cette carte-là. et vous pouvez spotter où est Pyongyang en plein milieu du trou, là, ben c'est là. C'est là où il y a de la lumière, puis autour, ben c'est le noir. Ah, puis ça, c'est la maison du dictateur. Pas le reste. Mais jokes aside, euh, je suis vraiment content de pouvoir parler de cet article-là parce que dans l'article, écoute, ce qui est fait, faut commençons juste par expliquer un peu
c'est quoi qui est en jeu, ce que les auteurs ont fait, puis je suis quand même un peu privilégié dans cette histoire-là. J'ai vu tous les drafts de cet article-là à travers les années, là, parce que Ariel, qui est un des auteurs, m'a envoyé le premier draft, j'avais donné des commentaires. Fait que, tu sais, ça fait comme 5 ans que j'exagère, là, mais ça fait plusieurs années que je sais que cet article-là est supposé venir, puis tu peux voir ce qu'ils ont fait. Ils ont été manuellement composés des données, donc ils ont été recréés, puis ils ont toutes remonté du bas vers le haut. Ils l'ont fait pour tous les pays, 134 pays, puis ils sont juste 2 auteurs. Fait que, tu sais, c'était pas, c'est pas juste j'ai téléchargé des données, là, c'est pas quelque chose de facile à Donc, faire. ça a l'air d'une bonne job de moine quand même, Ouais, hein. ouais, c'est ça. Puis, je veux dire, ils ont puis ils devaient gérer plusieurs problèmes techniques qui seront pas visibles dans l'article, mais ce qu'ils disent, c'est, ben, il y a les décès officiels de la COVID que les gouvernements disent liés à la COVID. Mais Mhm. après ça, tu as aussi le nombre de décès juste en général. Eux, ce qu'ils disent, ben, si tu prédis la mortalité en fonction des choses courantes qu'il y avait dans le pays, puis que tu regardes, OK, combien est-ce que la prédiction, elle est de mortalité excessive, à quel point est-ce qu'elle match les chiffres officiels des décès de la COVID? Parce que toutes les autres choses, les décès d'obésité, les décès de crise cardiaque, les décès du Ils ne cancer, sont pas supposés d'être pires parce qu'il y a une pandémie, là. exactement. Fait que, tu sais, si tu tiens compte de tous ces facteurs-là, ben, la différence entre les chiffres officiels puis le chiffre estimé, ben, tu devrais avoir une bonne idée. Puis quand je dis chiffre estimé, c'est qu'ils prennent des données de tous les décès qu'il y a eu. Donc, toutes les causes. Puis la Mais différence, c'est les vrais décès de la COVID. Mais c'est malade, là, parce que en tout cas, les gens qui sont en vidéo le voient, là, c'est à l'écran depuis un certain temps, là, mais si on va tout de suite aux résultats, là, nos résultats montrent que la manipulation de l'information par les gouvernements durant cette période a été remarquablement répandue. Entre 45 et 55 des gouvernements ont déclaré un nombre de décès erroné. L'ampleur de ces erreurs est considérable. Collectivement, les pays étudiés ont déclaré 5,8 millions de décès liés à la COVID en 2020-2021, alors que la mortalité réelle était plus du double à 12,47 millions. Oui, puis en plus, ils sont super prudents, hein. Ils disent, des fois, tu sais, tu pourrais avoir un pays que le chiffre officiel est comme 1% plus bas que le chiffre estimé. Ils disent, ben, il y a une marge dans Ouais, il y a laquelle une on va marge, dire là. que c'est juste, que c'est pas un signe de traficage des données. Puis ils montrent que non, en fait, même quand tu tiens compte de l'espèce de petite zone de confort, tu as des pays qui ont juste menti. Puis bien sûr, il y a des exemples tout à fait parlants. La Russie a menti, no shit. La Chine a menti de beaucoup. C'est Puis, intéressant ce qu'ils disent juste après. Ils disent, contrairement à certaines prédictions théoriques, et ça, moi, ça, je l'ai dit plusieurs fois, là, la manipulation de l'information consiste à minimiser plutôt qu'à exagérer la gravité de la crise. mhm. Parce que ce qu'on voyait plutôt de notre point de vue occidental, là, c'était que les autorités publiques avaient tendance à peser plus fort sur le crayon pour dire là, c'est important, rentrez à la maison, allez vous cacher, puis c'est grave ce qui se passe, tout ça. Mais eux, ce qu'ils disent finalement à l'échelle globale, ce que les données montrent, c'est que c'est plutôt que les États avaient tendance à essayer de camoufler des affaires parce qu'à quelque part, ça leur faisait pas une belle jambe. Oui, C'est ce que puis je écoute, comprends, là. oui, oui, puis il y a comme quelques pays qui ont produit des chiffres beaucoup plus bas de, qui ont produit des chiffres plus élevés. L'exemple, c'est la France. La France en est un de ceux qui a dit beaucoup plus de décès, mais en règle générale, la plupart des pays ont rapporté plus de décès il y a eu plus de décès que ce que eux rapportaient. OK? Donc, en gros, la réalité était plus atroce, mais quand tu regardes ces pays-là, tu peux déjà, quand je vais te faire la liste, puis c'est celle qui va au graphique 3, puis les gens vont pouvoir voir, mais je vais juste vous nommer des pays, puis pèsez sur un bouton dans votre tête quand vous entendez le nom d'une démocratie, OK? Bolivie, Nicaragua, Algérie, Koweït, Albanie, El Salvador, Tadjikistan, Kazakhstan, Égypte, Monaco, non, excuse-moi, Mexico, Inde, Russie, Équateur, Biélorussie, Cuba, Serbie, Azerbaïdjan, Irak, Guatemala, Kosovo, Kyrgyzstan, Macédoine du Nord, Iran, Philippines, Afrique du Sud, Mayotte, les Maldives, la Lituanie, la Bulgarie, Aruba, la Turquie,
Turquie, l'Ouzbékistan, l'Arménie, la Roumanie, les Émirats arabes unis, la Bosnie, la Moldavie, la Slovaquie, la Pologne. OK, il y en a une couple de démocraties, mais vous remarquerez le thème général. J'ai pas nommé beaucoup de démocraties là-dedans. Là. Puis quand j'ai nommé des démocraties, il n'y en a pas une tonne que tu es comme waouh, c'est une vraie, très forte démocratie, là, ce pays-là. C'est incroyable. Peut-être la Lituanie, moi, je la trouve bien, mais c'est pas des pays qu'on jugerait avec des. Non, ben là, si je regarde toute cette liste-là, là, celle qui s'en rapproche le plus, qui est en haut, mettons le Mexique. Mais même là, moi, je qualifie pas le Mexique d'une démocratie très, très, très forte. Non, C'est un non, pays avec. c'est pas ce que je sous-entends non plus, mais mettons, comparé à l'Irak, on va dire que c'est quand même mieux, là. Oh ouais, écoute, je suis prêt à dire que, par exemple, je ne mettrais même pas l'Ukraine dans une démocratie. En fait, on avait un épisode là-dessus, on avait parlé que l'Ukraine se qualifie d'anocratie dans le sens que, OK, fine, il y a des élections de temps en temps, mais c'est pas exactement des élections clean, puis c'est pas exactement des systèmes ouverts et compétitifs. Un petit bout qu'il n'y en a pas eu, d'ailleurs. Oh ouais, mais tu sais, mais c'est pas, mais le point, c'est, puis c'est ça que les gens avaient l'air de dire souvent pendant la COVID, puis moi, je me souviens que j'avais dit que je serais pas surpris qu'en fait, les décès soient sous-estimés au total, parce que tu as plus de dictatures sur Terre que tu as de pays démocratiques. Donc, probablement que tu as un poids plus important du nombre de décès. Oui, mais c'est parce que Mané, il y avait il y avait toute la question aussi de décès liés et décès causés par. Là. Ouais, ben ça, c'est un des problèmes qu'il y a aussi. Là. Tu peux pas savoir exactement tout le Parce que, temps. mettons, si quelqu'un fait une crise cardiaque puis avait été testé positif à la COVID, il est-tu mort de la crise cardiaque ou de la COVID? C'était un peu ça l'enjeu. Là. Et là, il y en a que Mané disait. Parce que Mané, tu as vu les chiffres qui ont commencé à changer dans la manière dont c'était rapporté. Puis là, on a commencé à dire ouais, mais c'était des cas de comorbidité. Donc, la personne, mettons, elle souffrait d'un diabète sévère. Bon, là, elle est décédée. Est-ce que la cause est réellement attribuable à ça? Puis là, tu as eu tout un. Puis là, ben, ça a amené, parce qu'en gros, moi, ce que je soupçonne, c'est que rappelez, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, là, mais au Québec, là, un moment donné, quand les chiffres étaient vraiment plus hauts qu'ailleurs, le chose Arruda, il est arrivé en disant ça, là, que c'était parce qu'on comptait mieux nos morts qu'ailleurs. Ben, le Québec était particulièrement bon en passant pour compter. Puis si tu regardes dans la liste des pays qui ont fait du accurate reporting, le Canada est dedans. Donc les chiffres pour le Canada sont pas mal on point. Fait que là, il y a il y a une petite boîte là, qui dit tous les pays qui sont dans la marge d'erreur entre l'estimé puis le rapporté. Donc, il n'y a pas de différence. Le Canada fait partie de ça. Donc, il n'est pas. Je dirais pas lequel des deux est exactement précis. Je pense qu'on a toujours une sorte d'intervalle de confiance autour du chiffre, mais on va mettre que globalement, le Canada, le Québec sont plus précis dans les chiffres que, par exemple, disons, Cuba. OK? On va y Ben aller. oui, Là. ben oui. Mais la raison qu'eux, ils soulignent, puis si tu veux, là, tu peux aller, il y a la figure 6 où est-ce qu'ils regardent toutes les relations entre différentes autres variables et les erreurs de misreporting. Mais ce que tu vois, par exemple, c'est que les trucs qui comptent beaucoup, c'est la liberté de presse, c'est les contraintes sur le pouvoir exécutif. Donc, plus il y a de liberté de presse, plus les chiffres sont précis, moins il y a de déconnexion entre la réalité et les prédictions. Quand tu regardes le nombre de contraintes sur le pouvoir exécutif, même chose. Quand tu regardes est-ce que les élections sont des élections propres et compétitives? Donc, est-ce que les rapporteurs internationaux disent que c'était des élections qui étaient justes ou est-ce que l'État, genre le ministère de la propagande a mis le doigt sur les résultats ou est-ce qu'il a compté? Tu as eu une élection techniquement au Venezuela, mais il y a quelqu'un qui comptait les votes, puis celui qui comptait les votes, il y avait un gun. Fait que, le résultat n'était pas exactement clean. Ben ça, c'est tous des résultats qui disent, bon, ben écoute, c'est la nature des institutions qui détermine fondamentalement pourquoi les chiffres peuvent faire une mauvaise représentation de la réalité. Fait qu'autrement dit, plus dans un pays,
les gens avaient accès à Internet, plus la liberté, plus il y avait une liberté, une presse libre, plus il y avait un taux d'éducation élevé, plus les élections étaient sous des élections libres et démocratiques, plus tu regardes tous ces indices-là, plus il y avait de chances de bien rapporter les données, puis plus ces indicateurs-là étaient négatifs, ben plus quand tu regardes, ils disaient un peu n'importe quoi, là. Oui, puis soulignons aussi, par contre, quelque chose que. Ils n'ont pas parlé une tonne, mais la variable individualisme, c'est-à-dire les méchants comme nous, plus un pays est individualiste, plus les gens rapportent élevé sur les échelles de valeur individualistes, plus les données sont précises. Fait que, fais juste dire ça de même. Fait que, tu sais, Ça, c'est quoi le lien que tu vois? C'est intéressant, cette question-là. c'est vraiment juste un sideline pour gosser des gens qui me tapent ses nerfs. Je vois pas un lien particulier avec l'article, avec le point général que je veux faire de l'importance de la liberté économique. Non, mais est-ce que Et- ça peut être le fait que, par exemple, plus tu vis dans un contexte, parce que le contraire de l'individualisme sera le collectivisme ou ouais, le collectivisme, appelons ça de même, plus ça devient comme culturel ou communément admis qu'on peut donner des. En fait, que l'information doit d'abord servir l'intérêt collectif. Et si ça sert pas si ça sert l'intérêt collectif, finalement, que les informations soient mauvaises, Bon, écoute, ben je vais faire le commentaire, mais ça nous apporte un petit peu plus loin du point, mais je vais te dire la raison que moi je pense que c'est intéressant. C'est que quand tu regardes ces échelles de valeur-là, généralement, quand tu n'adhères pas à dans ces surveys-là qui existent, ces enquêtes, l'absence d'individualisme, c'est généralement une déférence à des normes de subjectivité, à des normes de subjugation. Donc, tu es plus prête à accepter l'autorité que tu le serais autrement. Donc, par exemple, est-ce que si on te pose la question, est-ce que le politicien, généralement, est celui qui veille au bien de la nation ou quelque chose comme ça? Fait que, tu poses des questions sur le rapport à l'autorité, ben, tu vas avoir un rapport à l'autorité qui est beaucoup plus différentiel dans des sociétés avec des faibles scores là-dessus, tandis que dans les autres, tu as un mépris un peu plus fort de l'autorité. Ben, c'est là que ça parle sur les données, dans le sens que les gens sont beaucoup moins confiants à l'égard de l'État, donc ils sont plus prêts à scruter les données ou à avoir des journalistes qui veulent scruter les données parce que ça veut dire que tu peux mettre un politicien mhm. dans l'eau chaude. Puis là, parce que tu le mets dans l'eau chaude, ben, tu es content de le bouillir un tout petit peu. Ton auditeur, ton lecteur est content aussi parce que ça joue à ses biais anti-autorité. Donc, c'est pas mal le mécanisme que j'ai en tête, mais je trouve ça bien de souligner que l'individualisme fait en sorte que les données sont de meilleure Parce qualité. que, parce que, mettons, le tourisme, moi, intuitivement, je t'aurais dit, ben oui, un pays qui recevait beaucoup de tourisme et dont l'économie était tributaire de ça, prenons exemple Cuba, ben, a intérêt à dire que chez eux, il y a un taux de mortalité qui est assez faible et qu'il n'y a pas de danger parce que sinon, le monde ne viendra plus. Ben, ça peut être aussi ça, mais ça peut être aussi purement mécanique dans le sens que le tourisme fait en sorte que c'est plus difficile à mesurer les décès que tu vas causer. Donc, tu sais, si la personne transite Ouais, ouais, par ton ouais. pays, fait que, tu sais, ça Hmm. peut être juste un problème de difficulté de mesure. Fait que c'est pour ça que le tourisme est là. Et bien sûr, tu sais, une autre incitation, là, que celle que tu parles, mais je pense que c'est plus l'aspect mécanique de la chose. Mais le point, c'est que quand tu regardes le pattern, ce que tu vois, c'est que les pays qui produisent des données de merde, la chose qui est un super bon prédicteur, c'est est-ce que tu es une dictature ou non. En gros, là. Ou est-ce que tu ressembles plus à une dictature que tu ressembles à une démocratie? Si tu ressembles plus à une dictature, tes chiffres, c'est de la merde. Ouais, parce qu'il y en avait il y en avait quelques-uns des régimes plutôt autoritaires qui avaient produit des données correctes, là. Je pense Singapour notamment, là, Ouais. dans la liste, mais quand même. On a déjà fait un épisode sur Singapour, on en avait parlé. Effectivement, c'est pas une démocratie libérale, mais quand même, ça a certaines caractéristiques qui sont pas nécessairement celles d'un pays comme l'Irak, par exemple. On va Ouais. dire ça de même. Ouais, écoute, understatement. Ouais, on Mais va dire ça de même, là. Donc, tu peux avoir des régimes autoritaires qui ont quand même un fondement de bon sens à quelque part, là. Mais, OK, ben, crime, ben, c'est quand même vraiment parlant, pareil, là. c'est intéressant en soi, là, je veux dire, juste pour les gens. Mais
je pense aussi que ça vaut la peine de mentionner pourquoi ça fait du sens que les dictatures mentent. Puis c'est la même raison qu'ils mentent sur le PIB, c'est que les dictateurs, puis j'essaie souvent de souligner ça aux gens, mais sais-tu combien de pays sur Terre ont eu des élections dans les dernières, genre, 10 ans? Je sais pas, une cinquantaine? Non, à peu près comme 99% des pays ont eu une élection. Ah ouais, t'as raison. Ouais, OK, qui ont eu une élection. J'avais dans la tête, tu vois, mon biais, que tu voulais dire par là élection normale, là. Ouais, ben Et pourquoi? oui, effectivement, il y a des élections à Cuba, là. Ouais, mais pourquoi un dictateur ferait ça? Pourquoi il ferait ça? Je veux dire, il n'y a pas besoin de le faire. C'est le dictateur. Ben, la raison que tu fais ça, c'est que tu veux t'acquérir de la légitimité. Ben, les dictateurs cherchent souvent à faire ça parce qu'ils n'ont pas la capacité de s'asseoir sur le fait qu'ils sont élus. Donc, ils essaient de se trouver des. En anglais, on dirait du mimicry, là, de l'imitation de ce qu'une démocratie fait, mais il faut que tu donnes la légitimité pour le faire. Tu peux prétendre que tu as des élections, mais tu peux aussi prétendre que tu produis des résultats incroyables. Donc, ta croissance économique est incroyable, que pendant une pandémie, il y a beaucoup moins de décès que ce qu'il y a en réalité, puis que tu as réussi à contenir la crise. Fait que tu veux t'offrir de la légitimité en montrant que malgré que c'est pas vraiment une démocratie, malgré que tu fais des jeux, les gens sont comme OK, fine, on accepte parce que tu produis des résultats, mais ils mentent sur les résultats. Puis Mhm. c'est la chose que beaucoup de gens oublient dans ces cas-là, c'est que les dictateurs mentent parce qu'ils ont besoin de s'acquérir une légitimité qu'ils n'ont pas et ils la font en présentant des résultats X ou Y. Je vais résumer très brièvement ce qu'on a dit parce que Yann vient juste d'arriver. En gros, l'article que Vincent nous présente fait la, Everybody Lies, Dr. House, non? en fait, fait la démonstration suivante. Comme par hasard, les régimes avec des mauvaises institutions et peu de démocratie ont compté leurs morts en cabochon durant la pandémie. J'y aurais pas cru. Fait que c'est ça. Donc, l'information, puis là, ben, il y a quand même plusieurs facettes de ça qui sont intéressantes. Là. Ça nous montre, c'est ça pas juste pour parler de pandémie, ça nous montre tout le reste, finalement. Fait qu'on n'est pas un pays communiste parce que nous autres, François Legault l'a dit, on compte mieux nos morts. Ben, le Canada est un des pays qui performait bien, là, Yann, pour répéter. Ouais, je sais, mais je suis pas dans la gang qui pense qu'on est sur le bord d'être une autocratie encore. Inquiétez-vous pas. Là. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'entendais les gens de Radio-Canada nous dire qu'on était à un complot près de la fin de la démocratie parce que sur les podcasts, il n'y a que des complotistes, puis c'est tout. Écoute, faut jamais que tu écoutes. Faut que tu écoutes tous les gens de l'UQAM. C'est des chercheurs incroyables qui n'ont aucun biais, aucun quelconque. Mais ce qui est cool, c'est que à partir de ça, moi, c'est vraiment, je prends une vindication incroyable parce qu'encore une fois, je réitère pour les auditeurs, au début de la COVID, je me souviens que je disais, si tu es une économie ouverte, libérale, avec peu de réglementation, tu vas avoir beaucoup plus de manières d'accommoder le choc parce que les gens vont pouvoir innover, vont pouvoir adapter. Les firmes ont plus de marge de manœuvre pour essayer et expérimenter avec des nouvelles manières de gérer ça. Donc, j'essayais de dire que pour chaque décès dans une économie plus libérale, si tu veux, tu aurais moins de coûts économiques, donc tu aurais moins de pertes de croissance, puis tu aurais probablement moins de mortalité pour commencer. Bien, la première chose, c'est que le résultat montre la deuxième partie de ce que je viens de dire parfaitement. C'est qu'on a sous-estimé, parce que les démocraties rapportent bien leurs données. Bien, toutes les démocraties, ce que tu vois comme chiffre, c'est pas mal assez précis. Mais toutes les dictatures, eux, avaient l'air de super bien performer, alors qu'en réalité, elles n'ont pas bien performé du tout. Fait que là, on a comme fait une sorte de très forte défense ici de l'idée de la démocratie libérale, parce que en soi, les démocraties libérales, relativement aux sociétés moins libérales, avaient en fait beaucoup moins de décès relativement aux autres. Fait que déjà là, le point que je faisais est pas mal confirmé. Si tu as une économie avec des institutions qui permettent la compétition politique, mais aussi plus de concurrence économique, bien, ce que tu vas avoir, c'est moins de décès relativement aux autres. Que... Point made, point happy. Déjà là, triomphe du libéralisme. Merci, je suis très content de pouvoir dire ce que j'essayais de dire depuis toujours. Déjà là, c'est là.
Ce que j'aime, c'est que, tu sais, ils mettent plein de dans les études universitaires comme ça, ils font souvent des, pas des virgules, mais tu sais, ils disent, voici ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire, là. Puis il y a tout le temps des petites annotations que je trouve quand même bonnes. Puis vers la fin, ils disent: «Il convient de noter que le taux de mortalité par surmortalité pourrait ne pas refléter pleinement l'ampleur de la manipulation de l'information si, outre les données sur la surmortalité, les gouvernements manipulent également les données sur la mortalité, toutes causes confondues, sur lesquelles reposent nos estimations de surmortalité.» C'est ça, genre, ils crossent les chiffres pendant la pandémie, mais ça, ça veut dire aussi, ça se peut qu'ils les crossent en dehors de la pandémie également sur à peu près tout. Tu sais, on se doute un peu que Cuba fait ça, là, avec leur meilleur système de santé au monde, là. On Mais n'est pas capable. je suis vraiment content que tu dises ça, Frank, tu aies noté cette affaire-là, parce que comme j'avais dit, Ariel et moi, on avait communiqué sur cet article-là. Moi, j'y avais fait ce point-là, j'y avais dit, j'ai travaillé assez sur le système de santé à Cuba, que je sais que le régime sous-estime le chiffre en temps normaux. Fait que, tu sais, s'il surperforme, c'est vraiment incroyable, là, dans le sens que les données sont faites pour que ça ait l'air d'avoir très peu de décès Parce que relativement. je pense que c'est déjà des sujets que tu as eu dans plusieurs podcasts avec nous, mais tu sais, à un moment donné, mesurer le data, là, tu sais, nous autres, on prend pour acquis que Statistique Canada, ici, c'est ça dans tous les pays, là. Mais on confirme que des fois, Statistique Canada vont faire des affaires des fois un peu louches, surtout quand il y a des affaires d'enquête et de sondage qui pourraient être discutables. Mais ça reste que c'est way better que bien des affaires qui sont faites dans plusieurs pays. Puis si à un moment donné, tu arrives et tu te dis, OK, comment on fait pour avoir des données d'activité économique d'un pays qui est relativement fermé sur ses frontières, puis qu'il dévoile très peu d'informations ou eux-mêmes font les calculs d'informations, est-ce que ça peut être fiable ou pas? Tu te rends compte que c'est pas souvent le cas, mais il y a quelques façons de faire à l'occasion qu'on trouve pour être capable d'estimer le PIB. Je pense qu'on avait déjà parlé, par exemple, de la lumière à partir de l'espace ou des trucs comme ça, là. Puis on se rendait compte que, ouais, il y en a qui tweakent un peu une coupe d'affaires, je pense, sur la Ben, planète, tu là. sais, imagine les narratifs politiques qui peuvent se développer dans des pays justement avec une mauvaise transparence ou des mauvaises institutions qui fait que les données sont, tu sais, sont manipulées parce que, je veux dire, on vit quand même au Canada, là. On sait qu'on a des trucs qui sont relativement fiables, là, comme Statistique Canada, l'Institut de la statistique, tout ça. Tu sais, je dis pas que c'est incriticable, mais je dis que, somme toute, ces gens-là font un travail qui a de l'allure, là. Puis malgré ça, il y a plein de gens qui disent que tout ce que ces gens-là disent, c'est faux. Puis que non, non, c'est à cause des Haïtiens de la Cheney. Puis là, t'es comme, mais là, c'est parce que non, non, mais comprenez-vous que si, mettons, tu vis dans un pays, dans un de ceux qu'on a fait apparaître tantôt, Vincent, avec que eux, ils ont vraiment bâclé totalement les données, ben, tu imagines que là-bas, ben, les gens, intuitivement, vont penser, ben, ils peuvent croire à ce que n'importe qui va arriver et dire, ah, de toute façon, ça, c'est même pas vrai, parce qu'ils savent que le gouvernement et les institutions mentent sur tout ce qu'il y a de chiffres. Fait que, Ouais, clairement, c'est bon, ça, ton point de vue, parce que à quoi ça ressemble le mindset de quelqu'un qui vit dans ce type d'autocratie-là? En fait, Jeff Caron nous en parle de temps en temps parce que lui-même va vivre dans ce genre de pays-là. Tu sais, le Kazakhstan, là, il est en Arménie, par exemple, puis tout ça. Il parle beaucoup de contrat social. Tu sais, c'est comme les gens le savent qu'ils se font bullshiter, les gens le savent qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer publiquement sur leurs idées politiques ou la démocratie. Mais dans le contrat social qui impose souvent, c'est de dire, ben écoute, rends-moi une place sécuritaire où est-ce que je peux avoir ma famille en sécurité, puis tout ça, puis je vais tolérer cette absence-là de démocratie ou de données fiables ou peu importe. Ce contrat social-là, Jeff nous en parle souvent, mais c'est vrai, le mindset de quelqu'un qui vit dans un pays autoritaire, tu sais, je veux dire, eux autres, je pense que les habitants sont quand même conscients qu'ils se font bullshiter, mais je pense que ça les dérange pas tant que ça non plus. ben, c'est la thèse de Caron, en gros, si je le paraphrase, là, c'est de dire que l'humain ne cherche pas d'abord et avant tout la liberté et la démocratie, il cherche un certain confort matériel. Donc, si tu vis dans une autocratie ou Exact. dans un régime autoritaire, mettons comme le Kazakhstan ou même la Russie ou même l'Ukraine à certains moments de son histoire, ben, en fait, si tu manges bien, si tu as un travail qui a de l'allure, si tu as une certaine qualité de vie, ben, le fait que les élections soient plus ou moins libres, ça se peut que tu t'en tapes un peu. Mais celui qui exerce le pouvoir de manière autoritaire sait que ça repose un peu juste là-dessus aussi, là.
Fait que Ben si oui. tes conditions de vie commencent à être un peu de la merde, ben c'est là que la révolte peut arriver. C'est là que des gens peuvent dire ben hey, tu sais, on peut le renverser, ce gouvernement-là, faire une révolution, ou en tout cas faire du grabuge. Puis, tu sais, je pense que pour pas trop rentrer dans l'actualité, mais l'exemple, mettons, qu'on voit avec l'Iran, c'est un peu ça. C'est que, tu sais, contrairement à Cuba, en Iran, les gens, ils mangent pas un repas ou 2 jours, là. Tu Ouais. sais, il y a encore une certaine qualité de vie qui peut faire que les gens peuvent tolérer le régime plus longtemps, là. Ben, écoute, tu sais, quand tu te demandes c'est quoi le mindset dans ces dictatures-là, il y avait une joke que les gens en URSS faisaient quand tu avais les plans quinquennaux que le régime faisait. La joke, c'était que les plans quinquennaux étaient toujours remplis en 4 ans. Donc, étaient remplis en 4 ans au lieu de 5. Puis il disait la raison qu'il y avait une 5e année, c'est parce qu'il fallait qu'on trouve ce qui manquait. Ben oui. Fait que, tu sais, Mais les gens, c'est quand même les gens, tu sais, puis t'as des jokes comme ça. Tu prends un répertoire de jokes de l'ancienne URSS, là, puis tu vas trouver une trentaine de jokes qui ont rapport avec l'information qu'il leur est donnée. They pretend to pay us, we pretend to work. Mais dans ces jokes-là, moi, ce qui m'a toujours fasciné, parce que c'est pas la première fois que je l'entends, la joke du plan quinquennal soviétique, à quoi nos dirigeants politiques ont pensé au Québec à faire les budgets sur 5 ans, à faire les plans québécois des infrastructures sur 5 ans? Je veux dire, tous les grands items de planification financière au Québec sont sur 5 ans. Tu sais, à un moment donné, genre, vous n'avez pas fait le lien avec les plans quinquennaux soviétiques, puis votre incapacité à remplir ces budgets-là de toute façon, by the way. Là. Check bien, on va garder ça pour le Patreon parce que ça implique Robert Bourassa. Puis la réponse, c'est Robert Bourassa is the worst PM we've had. Euh, je pense qu'on l'aurait eu sans lui, mais lui, c'est celui qui a été le premier parmi les pas bons. Donc, puis si vous êtes un membre du Parti libéral puis vous aimez Robert Bourassa, ben vous pouvez pas être les deux, libéral et aimer Robert Bourassa. Je dis ça. Mais Charles Milliard aime beaucoup Robert Bourassa. Bon, là. mais ben, ils sont c'est ça, capables de ils tout. ne sont pas libérales. Mais mettons ça de côté. Le premier point est fait là, avec ce que je mentionnais, c'est que les démocraties libérales, relativement aux démocraties illibérales ou aux régimes dictatoriaux, ont surperformé. OK? Donc, ils ont beaucoup moins de décès relativement à ça. Puis c'était quelque chose que moi, j'essayais de souligner. La liberté économique mitige la mortalité. Mais l'autre, puis ça, c'est j'ai un share screen, puis il y a quand même une littérature qui a émergé sur le sujet de la croissance économique et la liberté économique et les effets sur la croissance économique de la mortalité. Fait que là, le graphique qui est là. Mais es-tu capable de mettre ça plein écran un peu? Ah, excuse. J'ai oublié. Excuse-moi, Frank. Non, non, c'est correct. C'est juste pour les. Code 18, monsieur. J'ai les os les 4. Ah, écoute, arrête de rire. Fallait que j'en manque une. Hein. Ça fait un bout que tu n'avais pas ri de moi pour mes talents techniques. Là, T'appelles ça du talent, toi? Écoute, ben j'en ai plus qu'un. J'appelle ça de l'incapacité, by the way. Écoute, j'en ai plus que quelqu'un. Ah ouais, il y a un grand delay puis femme d'ailleurs. Mais il est en train de loader. Tu vois-tu le petit truc? Eh boy. Écoute, Pas facile. euh, Pas facile. non, mais tu vois, à cause de ça, ça a fait geler le truc. Mais le point ici, pendant que c'est encore en train de rusher un tout petit peu, j'ai trop de tabs ouverts sur mes différents browsers avec trop d'articles. Mais c'est pas les mêmes Faudrait que types tu finisses des lire puis après ça, tu le fermes. Tu vois, comme Non, technique, là, ça marche vraiment bien. je garde tous mes fichiers ouverts parce que je les utilise pour des articles. Mais le point ici, ce qui est montré avant que Yann me fasse passer de côté encore pendant que ça. Parce que là, l'autre fenêtre a gelé, fait que super. Mais ce qui est montré ici, bon, finalement, Yay! c'est apparu. Donc, yay! Mais le point Un fondamental. graphique de courbe de palette de hockey, ça, Vincent. On pourrait aller en cours contre toi. Là. OK. Fait que ce qui est montré ici, pour qu'avant qu'Yann me fasse encore faire perdre le fil, c'est la liberté économique et l'effet d'une augmentation de 10% sur la croissance économique. Donc, si, mettons, tu as 10% plus de décès relativement à ce qui est usuel,
combien de ta croissance économique tu as perdu. Fait que le début de la ligne, quand c'est, mettons, à moins 0,12, ben, ta croissance, au lieu d'être 1% par année, elle est 0,88% par année. C'est ça l'effet que tu as d'avoir 10% plus de décès. La ligne, ce qu'elle montre, c'est qu'est-ce qui arrive sur cet effet-là sur la croissance si tu as plus de liberté économique. Bien, si tu passes d'un indice de liberté économique, disons, de 7, puis tu montes jusque vers les plus élevés qui sont un peu en haut de 8, de 8,5 en fait, l'effet passe de, tu perds de moins 0,12 à peut-être moins 0,02. Donc, tu as C'est des intervalles de confiance, les pointillés, dans le fond? exactement. Donc, ça, c'est le 95 autour, le 95 d'intervalle de confiance autour de l'estimé. Fait que si tu es un pays, ce que ce graphique-là dit, c'est que si tu es un pays particulièrement libre économiquement, ben tes effets de la mortalité excessive est beaucoup plus petit que si tu es un pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'effet, mais l'effet est plus petit que si tu es un pays pas économiquement libre. Puis la raison que ça, c'est important, c'est un graphique qui vient juste d'un article que j'ai trouvé en général sur le sujet. Bien, si les dictateurs mentent à la baisse sur les mortalités, les décès de la COVID et à la hausse sur le PIB, bien ça veut dire que la courbe qui est là est encore plus prononcée. C'est-à-dire qu'on sous-estime les effets modérateurs de la liberté économique quand il y a des chocs. Puis, ben, on en avait déjà parlé, fait que je vais faire une sorte de mini recap pour Autrement dit, là, ce que tu essaies de dire, c'est que normalement, cette ligne-là, si tout le monde mesurait autant le PIB, puis la liberté, pas la liberté économique, mais les décès de la même façon, avec la même méthode, puis on aurait beaucoup de rigueur, ce serait une ligne horizontale, autrement dit. La exactement. raison pourquoi la ligne elle a une pente, c'est que les bons chiffres sont probablement dans les pays avec beaucoup de liberté économique, donc des mesures de PIB justes et adéquates et des mesures de mortalité justes et adéquates. Et les chiffres tout croche sont probablement du côté des dictatures, ou est-ce que de leur côté, c'est Ben, n'importe quoi des deux bords, de toute façon. oui et non, parce que ce qui est montré ici, c'est à quel point la liberté économique modère les coûts économiques d'un décès. C'est comme ça que je voudrais que tu lises le graphique. Si tu as un décès, OK. tu t'appauvris. Si tu es une société plus libre, un décès t'appauvrit moins proportionnellement que si tu es une société pas libre. OK? C'est ça le point que j'essaie de faire. Mais si tu mets à la baisse sur tes chiffres de mortalité, puis à la hausse sur ton PIB, parce que ça, c'est un exemple ici, quand tu regardes les pays, Ça va être pire. Comment dire. exactement. Fait que tu vas voir que l'effet de la liberté économique est encore plus fort. Fait que là, ici, C'est-tu parce que, dans le fond, dans un pays riche, libre et démocratique, on est sur le bord de remplacer les travailleurs par des robots de toute façon, fait qu'un décès, c'est pas tant grave. Puis dans les pays pauvres, le décès de quelqu'un, c'est quand même quelqu'un qui faisait pousser du riz. Là. oui, aussi, exactement. Puis c'est beaucoup plus dommageable pour les gens de perdre un travailleur dans une économie pas libre. Puis ici, ça, c'est l'autre graphique que je montre ici, c'est à quel point le PIB est surestimé si tu es dans un pays moins libre. Fait que plus tu es une dictature, plus le dictateur dit qu'il est riche. Fait que no shit. Ben là, combine les deux ensemble, puis tu arrives à quelque chose qui te dit c'est quoi l'effet réel de. Donc, si on refaisait le graphique là, que je venais de faire, ça donne ça. Fait que là, ici, j'ai refait le même graphique dans lequel fait que j'ai repris les données, je l'ai pris pour tous les pays, puis j'ai pris avec les données corrigées, puis pas les données corrigées, puis j'ai regardé l'effet sur la croissance d'un décès additionnel. Fait que là, la ligne bleue, c'est avec toutes les données de marde qui existent. OK? Fait que tu prends les données de marde sur la mortalité et les données de marde sur le PIB. Bien, si, mettons, tu es un pays pendant la COVID qui était très, très illibéral, fait que, mettons, la Chine, bien, tu as un petit effet négatif d'être de la mortalité excessive. Puis un pays comme, disons, la Suisse, qui est une démocratie libérale, beaucoup plus capitaliste, OK, fine, tu as un petit peu moins de dommages, mais pas beaucoup. Tu sais, la ligne est plate, plus ou moins plate, mais pas tant, tu sais. Oui, tu gagnes à être une économie libérale, mais pas une tonne. Ben là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, regarde, on va prendre les données usuelles, puis là, on va prendre les données corrigées, tant pour celles pour le PIB que celles pour la mortalité. Puis là, ce que tu as, c'est un hostie de ligne qui pique solidement
où est-ce que si tu étais un pays non démocratique et libéral, donc, tu sais, encore une fois, la Chine, ben 10% plus de décès relativement à l'usuel réduisait ta croissance de 0,16 points de pourcentage. Puis si tu étais une démocratie libérale, comme disons la Suisse, ben c'est moins 0,02. Il y a une chose qui me surprend dans ton graphique, par exemple, parce que dépasser un indice de liberté économique de 9, les données corrigées sont même mieux que les données de base. Mais je veux dire, dans ce type d'économie-là, ça devrait pas être les mêmes chiffres qui sont utilisés. Genre, c'est quoi la différence entre les données corrigées et non corrigées dans une économie libérale? Parce que ce qui se passe, c'est que tu corriges deux choses ici. Tu corriges pas juste les données de mortalité, mais tu corriges les données de PIB. Ouais, je sais, mais je veux dire, comment tu fais pour améliorer les chiffres d'une économie libérale? Je veux dire, Écoute, probablement que ce qui se passe ici, si je comprends ton point, mécaniquement, là, la ligne devrait. Les deux lignes, si c'est une extrapolation, autrement dit. Oui, c'est probablement juste ça, parce que les deux lignes devraient se rejoindre à l'extrémité où tout est correctement répondu. Puis probablement que ce qui s'est passé, c'est que j'ai certains pays que j'ai pas des données. Fait que j'ai comme perdu 3 ou 4 pays dans la ligne. De la ligne bleue, je les ai perdus dans ceux qui sont corrigés. Fait que ça a peut-être changé un peu le point final. Techniquement, les deux devraient se rejoindre à. Ben moi, je à la m'attendais même qu'ils se recoupent au bout, effectivement. Là. Ben, c'est ça. C'est probablement juste un artifice de statistique. Puis c'est pas ce qui est vraiment important pour moi, c'est la courbe. C'est que tu sous-estimes les bienfaits ou l'effet modérateur de la liberté économique sur les dommages qui viennent de chocs exogènes. Puis ça, je me souviens de. Quand j'essayais d'expliquer ça aux gens pendant la COVID, j'étais là. Arrêtez de sous-estimer à quel point une économie de marché, c'est important pour gérer des chocs. Des économies de marché, c'est pour ça que des récessions sont plus courtes. C'est pour ça que des récessions sont moins profondes. C'est pour ça que les reprises sont plus rapides. C'est pour ça qu'il y a plus d'écart entre les crises. Il faut qu'on ait une économie de marché. C'est important pour s'ajuster. Puis tout le monde disait des affaires comme non, mais il faut plus de contrôle, il faut renverser la mondialisation, il faut réglementer davantage, il faut réinventer le capitalisme, où il fallait dépasser le capitalisme. C'était des gens de l'IRIS qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. Puis tu avais toute cette espèce de discours-là qui émergeait, puis j'essayais de dire, écoutez, même avec des chiffres hyper problématiques, ce que je dis, on le voit, la ligne bleue, là, c'est ce que moi j'essayais, c'est ce que je me servais pour faire mon point. Puis je savais très bien, parce que je connais les problèmes avec les données, puis les patterns de problèmes avec les données qu'on a en temps réel, je le savais que la ligne orange, c'était probablement la vraie donnée. Fait que si tu corriges tout, tu réalises que tu es dans un monde où, gang, la liberté économique, c'est crissement plus important que vous pensez. Si vous pensez que c'est important, vous ne pensez pas assez que c'est important. Puis si vous pensez que c'est pas important, ben vous avez juste tort. Fait que ça, là, c'est la chose que je prends avec plaisir comme une sorte de vindication de quelque chose que je disais pendant la COVID puis que personne ne nous écoutait. Puis j'essayais de le dire, on avait fait une note avec l'Institut économique de Montréal. Ça avait passé comme dans du beurre. Il n'y avait personne qui avait remarqué. Tout le monde était dans le discours de l'hystérie, qu'il fallait donner plus de pouvoir à l'État. Oui, mais la Suède... Ben, la Suède, c'est du quoi? On la voit dans un des graphiques de l'article. En fait, c'est un des pays qui a déclaré, eux, contrairement aux autres, ils étaient de l'autre bord. Ils ont donné plus de morts que ce qu'ils en ont eu en réalité. Ah. Quand même assez drôle, pareil. Là. Ouais, mais la Suède, ils n'ont pas été bons, eux. Ils ne mettaient pas de masque. Ben, c'est pas fin. Mais le pire, c'est que c'est pas tant vrai que ça, l'affaire de la Suède. Les gens n'arrêtent pas d'en parler. Puis c'est vrai que relativement aux pays nordiques, c'est celui qui... Ben, c'est parce qu'il y avait peu d'obligations comme tel. Oui, mais le point, c'est que les gens... Puis ça, c'est quelque chose en statistique qui m'énerve un peu. Les gens se disent, ben parce que c'est le voisin géographique immédiat, ben il faut que ça soit comparable avec le voisin géographique immédiat. Fait que là, pour des gens, c'est comme si tu disais le naturel comparatif du Québec, c'est le Nouveau-Brunswick. Puis il n'y a personne au Québec qui pense ça, qu'il faut que tu compares le Québec au Nouveau-Brunswick. Oui, puis je vois tellement où est-ce que tu t'en vas parce qu'il y a plein de monde qui, leur commentaire, c'était de dire « Ouais, mais arrêtez de comparer avec la Suède. Si on compare la Suède avec la Norvège puis la Finlande, ils performent vraiment mal. » T'es comme « Mais pourquoi que la Suède devrait être comparée avec la Norvège? Genre, ça sort d'où, ça? »
Pourquoi? à côté. Ben, Tu sais, parce que c'est à côté. à part qu'ils sont à côté, ouais, mais tu sais, la Corée du Nord est à côté de la Corée du Sud, faut pas les comparer ensemble. Ben, en fait, faut pas les comparer. Moi, je pense qu'on peut les comparer là, pour Ouais, pour mais d'autres raisons. Mais le point, c'est que tu dois me dire pourquoi c'est un bon comparable. Puis il faut que ça soit basé dans la question que tu dis. Fait que, tu sais, Hey, si, mais mettons, tu dis je vais comparer la Corée du Nord avec la Corée du Sud pour voir c'est quoi l'effet d'adopter le communisme, ben il y en a un qui avait le choix ben du oui. communisme puis qui l'a pas fait puis qui était à côté puis c'est la même société culturellement. Fine. Mais là après ça, c'est que tu dis OK, c'est quoi qui permet la propagation d'une maladie dans des comparables à la Suède? Ben, il faut que tu regardes le niveau de confiance interpersonnelle. Il faut que tu regardes le niveau de religiosité. Tu prends toutes les variables de choses qui pourraient faciliter la propagation de la maladie. Puis, dans les pays scandinaves, le seul comparable qui faisait quand on avait des trucs qui s'appelaient des propensity score matching, puis que tu cherchais qui avait le score le plus proche sur toutes les variables qui se ressemblent, qui est le plus comparable avec la Suède. L'Islande faisait partie des 4 voisins immédiats statistiques, donc les voisins statistiques immédiats. L'Islande faisait ça, mais après ça, tu avais l'Allemagne, tu avais, voyons, je n'oublie, mais c'était pas du tout ce que tu t'attendais, là. Mais c'était ceux qui étaient statistiquement les plus comparables. C'était tous des pays qui ont eu plus de mortalité que la Suède. Est-ce que ça veut dire que la Suède a tout bien fait? Non. Mais la mythologie qui a émergé là-dessus, c'est vraiment rudimentaire et primitif en termes statistiques. à un moment donné, dans le COVID, non, je vais compter l'anecdote après, puis je vais te poser une question avant. On a 80 450 décès en 2025 au Québec. On a eu combien en 2020? J'ai envie de dire 60 000 à peu près. Non, trop intense. 74 000. Fait que là, présentement, on a 6 000 décès de plus par année qu'en 2020 au Québec. Sur 80 000. C'est quand même beaucoup, là. Fait qu'on comprend la population vieillissante et tout ça. Je me rappelle une chose que j'avais trouvé vraiment spectaculaire. J'étais tombé sur un rapport, puis il faudrait que je retrouve ce rapport-là parce qu'il m'avait vraiment frappé. C'était un rapport avant la COVID. Fait que la COVID n'avait pas rapport là-dedans. Puis là, on regardait les prévisions de décès qu'on allait avoir par maladie respiratoire éventuellement dans nos hôpitaux au Québec, mais projetées dans le temps. Puis on tirait la sonnette d'alarme, là, comme de quoi que les maladies respiratoires classiques, la pneumonie, grippe, et ainsi de suite, comment que ça allait être une façon vraiment de tuer beaucoup de nos aînés au Québec, éventuellement. Puis moi, ce qui m'avait fait capoter là-dedans, c'est quand tu regardais les chiffres de COVID qu'on avait en 2020 puis 2021, puis tu les comparais à combien on aurait de décès dans nos hôpitaux liés à des virus respiratoires, c'était plus élevé dans 10 ans. Là. On était dans un point où est-ce que ce qu'on vivait ou ce qu'on expérimentait au Québec, là, c'était un avant-goût de ce qui s'en venait dans 8, 9, 10 ans. Il allait avoir autant de décès par virus respiratoire dans 8, 9, 10 ans de manière totalement naturelle. À cette heure, on s'entend, là, la COVID s'est rendue une des maladies pulmonaires qui existent encore. Là, by the way, elle n'a pas disparu, ceux qui avaient oublié. Tu n'as pas encore la COVID, juste tu appelles ça une grippe aujourd'hui. Mais moi, ce qui me fascinait, c'est que j'étais là, le système a pété de partout, partout, partout. Apparemment, là, c'était le chaos, c'était plus gérable, tout ça. Mais là, tu es là, tu te dis, c'est parce que dans vos propres chiffres, vous prévoyez exactement ce genre de décès-là par virus respiratoire dans même pas 10 ans, les amis. Ben, Fait que là, c'est comme on a un avant-goût, puis tout est en train de fendre en deux dans le système. Ça va être quoi dans 10 ans? Hey, Charlotte, on va te le dire, ça va être quoi? Ça va fendre en deux, pareil, là? Ben, en fait, je suis pas mal sûr que leur réponse à eux, puis moi j'ai une réponse à cette réponse-là, mais c'est que ça va se passer graduellement. Donc le système va s'adapter, puis va s'ajuster parce que la grenouille est dans l'eau, puis tu montes la Ouais, mais température l'aide doucement. médicale à mourir n'est pas là pour rien non plus. Là. Oh, je n'irai pas là, moi, mais Oh, tu penses? non, mais Je pense que ça n'a pas de lien. Moi, je pense que ça a beaucoup de liens, moi. mais la réponse que j'ai à ça, c'est que la COVID, par contre, nous a montré comment c'est pas un bon raisonnement, ça, dans le sens que plus tu augmentes la pression, plus un petit choc peut avoir des effets dramatiques. Là, la COVID était un gros choc, mais si le système est déjà stressé parce que il est bureaucratisé, il est planifié, il y a des agences qui gèrent X, il n'y a plus personne qui est responsable, tu n'as pas de recherche de profit nulle part, tu n'as pas de recherche de contrôle des coûts, ben, tes ressources, là, t'es tirées doucement. Là. Un petit choc, quelque chose qui, dans 10 ans, mettons,
tu es à 1/10 de ce que la COVID est en termes d'importance, ça pourrait faire le même effet que ce que la COVID a eu 10 fois plus fort. Parce que tu as stretché les ressources à la marge. Puis c'est ça vraiment, je pense, la chose que Mais moi je c'est fou retirerais pareil de ça. parce que. C'est à quel et- point l'étatisme fragilise nos capacités à Ouais. répondre à des Oui, crises. mais je pense que ce qui a rendu, juste un commentaire là-dessus, je pense que ce qui a rendu la situation ingérable dans bien des instances du système de santé, c'est pas tant les malades eux-mêmes que les normes reliées à la gestion de ces malades-là. Tu sais, si tu parlais à peu près de n'importe qui, il allait dire ben, le problème, c'est pas qu'il y a quelqu'un de malade qui vient à l'hôpital, c'est que là, il y a quelqu'un de malade qui vient à l'hôpital, je dois avoir une section pour lui, une section pour les autres. Il y a une chambre à pression négative. Là, tout le monde doit tout d'un coup changer ce qu'il mettait, se mettre un sarrau, se mettre un masque N95, se désinfecter. Ouais. Là, toi, te tester 10 fois par jour. Les protocoles, c'est ces protocoles-là qui ont été implantés dans le système qui ont rendu la situation ingérable. Ben, ingérable, mais en même temps, moi, je pense que ça a été surfait beaucoup parce qu'on l'avait vu aussi avec le nombre d'hospitalisations puis le nombre de jours d'hospitalisation, que ça avait baissé comme de 8 à 10 dans ces années-là. Parce que les gens, tu sais, oui, les virus respiratoires puis tout, mais les gens faisant moins d'activités, faisant Ouais. moins de trucs, ils allaient moins à l'hôpital d'office. Fait qu'on avait dans les médias une catastrophe qui nous disait que c'est plus gérable puis qu'on est overload, puis qu'en réalité, il y avait 8 à 10 moins de fréquentation dans les hôpitaux. Puis là, tu arrives, tu regardes les chiffres. Là. C'est vraiment freakant, ces chiffres-là, quand tu y penses, parce que tu as 74 550 décès en 2020, puis en 2021, tu en as 69 000. Donc, définitivement, oui, en 2020, il y a vraiment des gens qui sont décédés qui auraient dû mourir 1 an ou 2 plus tard, OK, en général. Mais ils sont décédés en 2020 prématurément. Ça, c'est vrai. Là. Ça, c'est pas des chiffres inventés, c'est tout vrai. Ce qui est juste fascinant, c'est qu'à rendu en 2026, on a 6 000 décès de plus. Puis là, on n'est pas obligé d'enfermer le monde dans les maisons, puis on continue à fonctionner. Tu sais, le 6 000 décès de plus, il y a eu 6 800 personnes qui n'auraient pas dû décéder en 2020 qui sont décédées. On a fermé le Québec au grand complet. Puis là, on est juste 5 à 6 ans plus tard. Là, et là, on est dans une position où est-ce qu'on a 12 000 décès de plus que 2021 en réalité. Puis tout se passe bien. Là. Mais c'est juste ce qui est triste, c'est que dans les réponses que les gens ont eues, toutes les données qu'on a, là, la plupart des opinions qui ont été formées étaient formées sur des données qui avaient énormément de problèmes. Pas parce que les gens, pas parce que les gens étaient nécessairement. Je pense pas que l'ISQ est incompétent. Je pense pas que l'ISQ est nécessaire parce qu'on a Statistique Canada. Fait que, selon moi, on pourrait les abolir là, parce que c'est juste du dédoublement d'agences. Mais le point, c'est que je pense pas qu'ils sont incompétents. Je pense pas que l'INSPQ est incompétent en soi. Le point, c'est plus que il y a des problèmes avec la création de n'importe quelle donnée. Il y a des blind spots, il y a des choses qui prennent du temps à mettre à jour, mais toutes les opinions, les jugements ont été Ouais, mais faits. on n'agissait pas sur des données, justement. Là. Oui, mais l'affaire, c'est que maintenant, quand on va revisiter ça, là, une des choses que. Quand Tu sais, ça? on va pas revisiter, ils vont pas faire la revisitation de ça, mais regarde, une des choses qui se dit, c'est que mon opinion, qui était minoritaire pendant la COVID, là, quand les données commencent peuvent être mises à jour, mon opinion est validée. C'est-à-dire que même quand, avec des données de merde, mon opinion avait de la substance, avec des données améliorées, mon opinion est encore plus fortement défendue. Mais tu avais d'autres trucs que j'essayais de souligner pendant la COVID. Puis là, tu sais, je fais une autre note, là, mais il y avait un article. Ça, écoute, ça, c'est tellement technique, ça va emmerder les gens peut-être un peu trop, mais j'essayais de dire, tu peux pas mesurer l'inflation pendant la COVID avec beaucoup de précision, tu perds beaucoup de précision, parce que quand ils font les paniers d'inflation, ils ont encore des biens, ils ont encore des poids sur les biens qui datent de la pré-COVID. Fait que genre, le panier, il disait qu'il y avait 0 consommation de masques. OK? Mais il y avait de l'inflation pour les masques, le prix des masques avait augmenté. Fait que tu sous-estimais qu'est-ce qui s'était passé vraiment. Fait que pendant la COVID, les gens disaient qu'il y avait eu de la déflation, mais il n'y en avait pas eu autant. Mais là, ce que ça veut dire, c'est que ça change ton interprétation de l'effet de la politique monétaire pendant la COVID. Ça change ton interprétation de à quel point la masse monétaire après a augmenté puis quelle était l'inflation après. Fait que, tu changes un paquet d'interprétations dès que tu as les bonnes données. Puis c'est pas parce que les gens de Statistique Canada ne le savent pas, ça. Ils disaient dans des crises de footnotes partout dans leurs études. C'est un des problèmes qu'on a avec les données dans le moment présent. Puis il a fallu attendre que quelqu'un repasse au Ouais, le travers. panier de consommation, il a changé en sacrifice en 2020, là, on s'entend. Là. Ben c'est ça, mais après ça, les mesures sont difficiles. Puis c'est pas facile d'avoir un portrait, mais quand tu peux le revisiter avec la tête froide,
puis quand on est capable de tout corriger, Mhm. il y a tellement d'interprétations qui changent. Puis ce qui est triste, c'est que maintenant, le point est que ce que j'essayais de dire dans le temps a vraiment été oublié, malgré le La fait que... plupart de ce que tu dis est oublié rapidement. Hein. Je te dis, pas être plate avec toi, mais c'est de même. Non, non, je sais, mais je suis vraiment content que les données mises à jour prouvent pas mal le point que j'essayais de faire sur l'adaptabilité des économies libres et démocratiques. Puis, si jamais il y a quelque chose comme ça qui se passe encore, je vais réitérer le point, puis je vais pouvoir dire j'avais raison pendant, puis quand on a eu les données précises après qui corrigeaient pour les problèmes immédiats, j'avais encore plus raison. Fait que ferme ta crise de gueule, chercheur de l'iris. Ça me semble un bon bridge pour passer pour passer à la taverne, moi, je trouve. Ben oui. Fait que allons-y. Je ne sais pas exactement de quoi qu'on va parler, mais c'est tout le temps les moments les moins généreux. Puis en terminant, peut-être faire la plug pour le livre d'Antoine qu'on n'a pas fait au début parce que Yann était pas là. Ben oui, j'étais absent. Les leçons du passé d'Antoine Bernier, évidemment, sa trilogie. J'ai le tome 3 dans les mains, Le courage de faire face. Ce tome 3 qui est le meilleur des 3 livres, évidemment, parce qu'on vient boucler toutes les boucles à l'intérieur du livre. Beaucoup d'histoire économique, beaucoup de baseball, beaucoup de psychologie, La une seule raison histoire pourquoi Yann aime amoureuse ça. également. Non, La c'est bien. seule... Non, c'est la principale raison pourquoi tu aimes ça, il y a du baseball. Oh, puis, bon, ça, je vais rester gentil. Non, sérieusement, c'est... Je le dis, c'est pas parce qu'on fait de la pub pour Antoine que je le dis. Là, c'est une des bonnes lectures que j'ai faites dans les dernières années. Puis, si vous voulez initier vos enfants à l'optimisme, je pense que c'est peut-être ça qui est le meilleur descriptif, à l'optimisme dans la vie. Tu sais, ça me fascine que les gens à droite, on soit tout le temps considérés comme étant des chialeux qui bougonnent tout le temps puis qu'on est tout le temps négatif. La réalité, c'est que on est des optimistes. Là. On pense pas que la fin du monde est à la veille d'arriver, puis on pense pas que si tu as échappé un carton de lait dans la mauvaise poubelle que tu as tué un dauphin. Là, on n'est pas de cette gang-là, mais bon, apparemment on est des gens méchants. Mais une bonne leçon d'optimisme pour les jeunes adultes qui voudraient lire un livre, sérieusement, les 3 sont parfaits. Puis c'est intéressant pour vrai. Je vous le suggère. Donc, on suggère à tout le monde les leçons du passé de Antoine Bernier. Nous, on s'en va sur... en fait, on commence la taverne. Oh!